Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Virbac? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur... Non, pas sur Virbac, excusez-moi. Je parle ici de Sartorius. Oh là là. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, stabilité ou croissance des revenus, on a des revenus en croissance. La question est de savoir pourquoi. Ok, le Covid est passé par là, etc. Donc le ralentissement ici était attendu. La dernière fois que j'ai lu les rapports financiers sur cette compagnie, voilà, le management s'attendait à une réduction ici des revenus par rapport au Covid. Donc ici, les marges brutes également pourraient être impactées négativement. Mais là, on a des marges brutes moins élevées que ce qu'on a connu par le passé. 7% en moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, c'est une entreprise qui croit ici généralement à ce que c'est une croissance organique ou bien par acquisition. On voit qu'on a fait une acquisition de près de 2 milliards en 2023. Ça peut avoir impacté la marge brute. Donc, peut-être que l'entreprise qu'on a acquis ici avait des marges brutes moins élevées. On va peut-être la repositionner, comment dire ça, la restructurer, etc., afin qu'elle ait à peu près les mêmes marges que l'entité d'origine. Je n'en sais strictement rien, donc il faut aller regarder quelle est la stratégie de management à ce niveau-là. Marge EBITDA ici, on a des marges EBITDA qui reviennent, si on prend les 10 dernières années, les marges EBITDA sont également moins élevées, on a 5% en moins. La question est de savoir, quelle est l'ambition du management par rapport aux marges EBITDA dans le futur. Et on va aller regarder ici le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a plutôt augmenté, et bien sûr, en lien avec l'acquisition. Maintenant, est-ce qu'on a l'ambition ici de réduire ce nombre d'actions-là dans le futur? Autre question. Donc, on sort ici avec des questions. De toute façon, avec des questions. Parce que quand on présente les chiffres, l'objectif n'est pas de répondre à ces questions-là, c'est de poser ces questions-là. Et quand on lira les rapports financiers, on essaiera d'y répondre au maximum. Parce que l'analyse fondamentale sur le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables et ça donne une analyse, ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc ce que je fais ici aujourd'hui, c'est essentiellement voir si les chiffres actuellement de cette compagnie m'intéressent au point où j'ai envie de la rajouter dans ma watchlist afin de pouvoir approfondir mes recherches plus tard. Point barre. C'est tout. Ça ne veut pas vous dire, ça ne vous donne pas ici comment pas le droit, mais le, comment on dit ça, l'information selon laquelle vous devez acheter ou pas cette compagnie en date d'aujourd'hui. Je pense que l'analyse quantitative est assez limitée à ce niveau-là. OK? Donc, il faut toujours faire attention. Il faut toujours nuancer les chiffres de manière générale. Je pense que ceux qui vous êtes nouveaux sur cette chaîne, c'est comme ça qu'on réfléchit. Je revois toujours au chapitre 8 et au chapitre 20, l'investisseur intelligent. Après, il ne faut pas que je me répète chaque fois. Je vais avoir tendance à mettre ça en description de la vidéo pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc, ici, on continue. Ensuite, on regarde ici les net income, les free cash flow, si les deux parlent le même langage, toujours avec le même principe, compagnie européenne, toujours aller vérifier les loyers, etc. OK, donc on voit ici que les net income ont tendance à être plus élevés. Toujours se poser la question pourquoi. Free cash flow et net income doivent aller dans le même sens quand il y a une différence entre les deux. Il faut toujours aller vérifier pourquoi. OK, alors ici, je sais qu'en lisant les rapports financiers, c'est la question que je vais aller poser. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce qu'on investit énormément en CAPEX, etc. Bref, allez vérifier, mais ça me plaît. L'entreprise gagne de l'argent. Ensuite, donc, on peut se dire ici que les net income peuvent représenter la véritable rentabilité de ce business en date d'aujourd'hui, vu qu'ils sont très élevés entre parenthèses. Et comme je l'ai dit ici, il faut toujours, sous réserve ici de vérification en lisant, après avoir lu les rapports financiers. Ensuite, net debt to EBITDA inférieur à 5 de préférence. Ici, on a 3.2, alors qu'après l'acquisition, on avait à peu près quelque chose alentour ici de 5.2. C'est une bonne chose. La dette nette est de moins en moins élevé. Le ratio dette nette to EBITDA est de moins en moins élevé. Mais est-ce que en termes de volume, c'est le cas? Oui, également en termes de volume, c'est le cas. Ça veut peut-être dire ici que la priorité du management, c'est de rembourser la dette. Est-ce que je pourrais dire que l'entreprise est endettée ici? On va dire non, pas du tout. OK, c'est assez correct. Quand on regarde à peu près les free cash flow ici, sur dette nette, si on garde à peu près le même niveau de free cash flow, on peut avoir tendance à rembourser la dette ici en moins de 5 ans. Et si je prends ici l'estimation des analystes en N+3, sous réserve que ce soit une entreprise assez prévisible, moi, près de 500 millions, on pourrait le faire ici en moins de 4 ans. OK, c'est parfait. Alors, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? On prend ça, on ajuste avec les price to earning, on regarde ici, tac, tac, boum. Alors, sur les 20 dernières années, ils payent 32 fois les bénéfices, 5 dernières années, 44 fois les bénéfices. En fait,
C'est peut-être parce que la croissance de l'entreprise était assez élevée sur les dernières années. Donc, une croissance à double chiffre, ça ne m'étonnerait pas que le marché ait tendance à payer 30 fois les bénéfices. Mais vous me connaissez, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices, surtout quand on est en croissance. Et encore, je me réserve le droit de changer d'avis après avoir lu après avoir lu sur le secteur d'activité. Si la dynamique ne me plaît pas, je ne vais pas avoir tendance à payer ce multiple. C'est à ce niveau-là qu'il faut appliquer le jugement. OK? Et comme je dis toujours, le jugement en question, ça vient uniquement avec la pratique. OK? Donc, ici, on voit que la croissance a tendance à ralentir. Donc, ça vient également avec la période de Covid, etc. OK? Même après l'acquisition, on a un ralentissement de la croissance. Mais on ne peut pas se dire ici que dans le futur, la croissance aura tendance également à ralentir dans le futur si on ne prend pas en considération le secteur d'activité, la taille du marché, etc. Bref, je vais avoir tendance à me répéter encore une fois. Comme je l'ai dit, dans la Top Newsletter, vous avez un lien vers le club. OK? Dans le club, vous avez à peu près comment on appelle ça? Vous avez une checklist, ce qui vous permettra ici, si vous débutez, de pouvoir à peu près savoir quel type de questions je dois poser sur une entreprise. OK? C'est quelque chose d'assez générique, c'est de manière standard parce que, dépendamment des secteurs d'activité, il y aura des questions spécifiques. OK? Et donc, on continue ici. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices et encore. Donc, on va regarder ici en termes de fric, sur Fastgraft. On voit ici, qu'est-ce que ça donne? Sartorius Tedim. Voilà. Qui est une belle entreprise, de manière générale. Alors, ici, les analystes s'attendent à ce que la croissance redémarre. Tant mieux. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur une période ici de 2 ans. Très, très bien. Donc, maintenant, c'est à ce niveau que la guesstimation, si ça se passe bien, l'entreprise pourrait revenir ici à 7 $ l'action d'ici 2027. Enfin, 6,60 €, excusez-moi, pas 7 $, 6,64 € d'ici 2027. Ça reste une estimation, 6,64 €. OK? Et on a généralement ici 80% de chances que ça arrive. Donc, si c'est le cas, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 202 $ l'action, 203 € l'action, excusez-moi, une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 6,64 $ d'ici 2027. À vous de voir si ce rendement, si vous intéresse. Moi, il ne m'intéresse pas. Mais ça va dépendre de la taille du marché. Comme je l'ai dit ici, la question que moi je me pose au début, est-ce que Sartorius mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Si c'est le cas, quel est le maximum que je pourrais payer en date d'aujourd'hui sans marge de sécurité? C'est uniquement ça que ça veut dire. Et donc ici, je regarde également, est-ce que par rapport aux attentes des analystes, les attentes sont de plus en plus élevées ou bien de moins en moins élevées? 6,73 $, 6,73 € il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 6,64 €. 5,48 € il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 5,35 €. Donc on va se dire que oui, c'est plutôt stable sur les 6 derniers mois. Donc on peut se dire que pour le moment ici, c'est assez correct. Et donc, c'est 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours des... 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 166 €. 166 € moins la dette nette. 166 € moins la dette nette, ça donne la dette nette de 23 € ici. Donc, fait 166 moins 23, ça donne à peu près 143 €. Je ne paierai pas plus de 143 € en date d'aujourd'hui pour cette compagnie. Au vu de ces informations, mais imaginez que je vais lire mes rapports financiers, j'écoute les conférences call et que je me rends compte que c'est une entreprise qui exerce peut-être dans un secteur d'activité qui a une taille de marché, disons ici, de 1 trillion. Dans ce marché-là, l'entreprise est leader avec uniquement, disons, 2%. Et le management vous mentionne ici que d'ici à 2035, on s'attend à peu près à quadrupler le chiffre d'affaires. On peut s'entendre ici, on peut se dire ici que... Donc, est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'il y a encore des parts de marché à prendre ici. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur. Peut-être que le 202 € ici peut donc représenter une opportunité d'investissement. J'extrapole un tout petit peu. Je vais vous montrer. Mais il ne faut pas jouer à ce jeu-là. C'est pour ça qu'il faut acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Parce que la croissance, tôt ou tard, tend à ralentir et elle n'est jamais exactement ce qu'on attend. Ça peut être bien plus élevé que ça ou bien moins élevé. Jouons un tout petit peu avec ça. Disons que si l'entreprise quadruple sur les 10 prochaines, les 10 prochaines années, c'est assez long, mais quadruple à peu près, ça revient ici à 15% en moyenne. OK? Oui, c'est ça, 15% en moyenne. Donc, mettons-nous c'est presque à ce niveau-là, c'est presque ça ici. Donc, si on fait du 25 fois les bénéfices jusqu'en 2030, 15% en moyenne ici, c'est plus que 15%, mais c'est pas plus grave que ça. Je vais mettre 15 pour faire ça. Non, je vais mettre ça ici. Je vais mettre 15. Voilà. Gros. Voilà.
Donc, si c'est 15% en moyenne jusqu'en 2030, le prix actuel est juste correct et sans prendre en considération la dette. Donc, vous voyez que je suis à la merci ici de la croissance. Si la croissance est, si on attend 14% et si on attend 15% et que nous avons uniquement 14,98, le marché peut se fâcher. Et donc, je n'ai pas envie d'être à la merci du marché ici. Donc, dans tous les cas de figure, pour moi, je préfère rester sur les lignes de côté en attendant un meilleur prix que ça. Donc, si l'entreprise vient me chercher aux alentours des 140, comme je l'ai dit tantôt, c'était combien? 143 €, tant mieux. Donc, en description de la vie, je mets ici dans ma watchlist l'entreprise Sartorius. Donc, on descend à 143 alors qu'avant, on était à 177 €. D'où l'importance de toujours faire une mise à jour, 143. Voilà. Et ici, on met la date d'aujourd'hui, 7 as today. Voilà. Donc, vous pouvez avoir l'accès à la watchlist en description de la vidéo ici. Donc, vous avez le lien vers la top newsletter et c'est la même page. Ça vous donne le lien ici vers la watchlist. OK? C'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne. Et ce n'est pas un abonnement, c'est un seul paiement unique. OK? Donc, pour revenir ici sur Sartorius, est-ce qu'en termes de dividendes, l'entreprise est assez safe? On paye les dividendes avec quoi? Free cash flow. Je viens ici, boum, je regarde. Tac, tac. Je vais dire, celui attendu en 2024, sur les années à venir, est correct. C'est une entreprise qui a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, voilà, pourquoi pas. Et comme je l'ai dit, c'est basé par rapport au free cash flow. Si on se base par rapport aux bénéfices nets ici, qui sont plus élevés que les free cash flow, et en date d'aujourd'hui, ils ont les moyens de le faire. Mais, avant d'émettre une quelconque hypothèse durable, il faut absolument comprendre quelle est la différence entre les net income et les free cash flow et pourquoi est-ce qu'on a cette... pourquoi est-ce que c'est durable ou temporaire? Bref, essayez de se faire un avis par rapport à ça. Parce que comme je l'ai dit, ce qui vous appartient sont les free cash flow. Une entreprise peut avoir 100 $ de bénéfices nets, mais moins 100 $ de free cash flow. C'est-à-dire qu'elle ne produit rien du tout. Donc, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas d'argent, vous, en tant qu'actionnaire, parce qu'il ne reste rien dans la caisse. OK? Bref. Pour moi, Sartorius est une entreprise intéressante à avoir en watchlist. Au prix actuel, est-ce que c'est un deal? Je dirais que non. En tout cas, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.